Donc, on commence. L'écran est partagé, tout est parfait, c'est bon. OK. Donc, on entame aujourd'hui la 6e séance du cours. Dans cette séance, on va parler de l'aspect microscopique de l'aimantation. Et ensuite, on terminera par le dipôle magnétique. Donc, ça va être la première section de la deuxième partie du cours qui portera sur les milieux magnétiques ou bien sur les milieux aimantés. Donc aujourd'hui, dans la séance d'aujourd'hui, on va terminer la première partie et on va entamer la deuxième partie. Et comme je l'ai toujours dit, donc pour permettre un flux un débit important Internet, donc je vais me contenter. J'aurais bien aimé donc garder la caméra, mais pour éviter ce problème, je vais donc me contenter de l'audio, donc du micro. Donc alors on commence tout de suite. Nous avons vu l'aspect macroscopique de la polarisation. Nous avons vu que tout corps diélectrique polarisé est formé d'un grand nombre de dipôles, c'est-à-dire chaque molécule du milieu se transforme en dipôle. Donc, dans un diélectrique polarisé, j'ai donc une juxtaposition du dipôle. Chaque molécule réagit au champ polarisant et se transforme en dipôle, ou alors s'il est déjà polarisé, s'il possède un moment intrinsèque, automatiquement, tous les dipôles s'alignent dans la direction, alignent leur moment dipolaire dans la direction du champ polarisant, qu'on a toujours noté E0. Donc, l'aspect macroscopique veut dire quoi? Ça veut donc dire que chaque élément de volume est représenté par un moment dipolaire effectif, dP, et en chaque point, la concentration volumique ou bien la densité volumique de ces moments dipolaires définit le vecteur polarisation. Maintenant, quelle est l'origine de la polarisation? C'est ça l'objectif de la 5e section, les milieux diélectriques de point de vue microscopique. Quelle est l'origine de cette polarisation? Quelle est l'origine de cette polarisation? Et là, tout de suite, vous avez devant vous un schéma. Donc, vous avez un schéma. Ce schéma-là, donc c'est un diélectrique, tout simplement, c'est un diélectrique qui est polarisé par un champ extérieur, E0. Donc là, vous pouvez toujours considérer le champ polarisant qui est établi avant de ramener le diélectrique. C'est grâce au champ E0 que le diélectrique s'est polarisé. Bien sûr, un diélectrique non polarisé ne produit aucun champ, parce qu'il n'est pas chargé, donc là je considère des diélectriques non chargés, je me ramène avec un corps qui n'est pas chargé, donc du moment où il n'est pas chargé, donc il ne va pas créer de champ électrique, du moment où je le place dans un champ E0, dès que je le place dans un champ E0, il se comporte comme un corps chargé. Pourquoi? Parce que ces molécules se transforment en dipôles, chaque molécule se transforme en dipôle. Et donc, vous savez tous qu'un dipôle, ça crée un champ électrique. D'où l'origine donc du champ électrique créé par un dipôle polarisé.
Pour calculer ce champ, nous avons fait appel au vecteur aimantation. Au vecteur polarisation. Je commence déjà à parler des milieux aimantés. Nous avons fait appel au vecteur polarisation et c'est grâce à ce vecteur qu'on a pu établir l'équivalence entre le diélectrique polarisé et la densité de charge volumique dans le vide, les densités volumiques de charge dans le vide, c'est-à-dire les distributions de charge dans le vide, à savoir la distribution volumique avec la densité ρP égale à moins divergence de P, et la densité surfacique sur la surface du diélectrique, qui est P scalaire N, sigma P égale à P scalaire N. Donc, c'est grâce au vecteur polarisation qui est défini macroscopiquement. Maintenant, quelle est l'origine de la polarisation? Alors, ici, on va se limiter à des diélectriques non chargés, c'est-à-dire je considère des diélectriques qui ne sont pas chargés réellement, bien sûr un diélectrique qui n'est pas chargé, et avec une polarisation uniforme induite. C'est-à-dire c'est grâce au champ E0 que j'ai cette polarisation. C'est quoi le champ en tout point de l'espace? C'est le champ avant de ramener le diélectrique, plus le champ une fois le diélectrique ramené et polarisé par E0. Avant de le ramener, EP égale à 0, mais dès qu'il est placé dans le champ E0, automatiquement, donc il crée un champ EP qui s'ajoute à E0. Donc le champ global, c'est EM ou bien c'est E total, donc c'est E total, on l'a noté E total, voilà. C'est E0. Donc là, on va l'appeler champ macroscopique, tout simplement, ou bien E total. EM, ici, donc c'est l'équivalent de E total. C'est la somme, vous voyez bien, que c'est la somme du champ polarisant et du champ créé par la polarisation, c'est-à-dire créé par les dipôles. Maintenant, je vais définir un autre champ, c'est le champ local. Le champ local. Le champ local, c'est le champ en M qui polarise la molécule placée en M. Donc là, vous considérez votre diélectrique. Et là, au point M, vous avez la molécule. Là, cette sphère, ça représente cette sphère en blanc, ça représente la molécule. Une molécule du diélectrique. Une molécule unique du diélectrique. Donc, je considère, j'ai représenté cette molécule par cette sphère en blanc. Voilà. Et je me pose la question, quel est le moment dipolaire de cette molécule en présence de E0? Quel est le moment dipolaire de cette molécule en présence de E0? C'est ça donc la question que l'on se pose. Donc la question est la suivante. C'est quoi le moment dipolaire? Donc j'ai mon diélectrique, il est formé d'un grand nombre de molécules et je considère une molécule donnée. Quel est le moment dipolaire acquis par cette molécule M? Donc la molécule, je l'appelle grand M. Quel est son moment dipolaire en présence de E0? Quel est son moment dipolaire en présence de E0? Et là, je m'intéresse à l'aspect microscopique de la polarisation. C'est-à-dire, je vais au niveau le rayon produit scalaire P. Oui, je n'ai pas bien entendu. Vous répétez votre question, s'il vous plaît. Le rayon produit scalaire P. Scalaire P, donc le rayon, je n'ai pas bien entendu. Alors là, on verra bien. Donc, c'est une question à laquelle on va chercher une réponse. Alors, tout simplement, P, c'est le moment dipolaire de la molécule, le moment dipolaire de la molécule transformée en dipôle, c'est P égale à alpha. Je
ce qu'on appelle la polarisabilité fois le champ E local. C'est quoi ce champ E local? C'est le champ en l'absence de la molécule. C'est-à-dire, j'enlève la molécule et je laisse à la place une cavité sphérique. C'est normal, si j'enlève, si j'imagine ma molécule enlevée de son emplacement, eh bien, il va laisser un vide. Ce vide, je le considère comme sphérique. Et là, donc, je parle de la cavité sphérique. Cette cavité sphérique, c'est la cavité qui est logée ou bien qui loge la molécule. Voilà. Donc, une fois imaginé cette molécule enlevée, j'ai donc un champ en M, au point où est placée cette molécule. Donc, ce champ, c'est le champ local. Alors, c'est exactement la même chose. Si vous avez un système de charge, donc de charge ponctuelle, là, c'est autre chose. Là, c'est juste une image que je donne. Donc, j'ai la charge Q1, Q2, Qn, etc. En chaque point, j'ai une charge. Voilà, j'ai la charge Q0 ici. Voilà, donc là j'ai des charges. Si par exemple je m'intéresse à la force ou bien au champ, à la force exercée sur Q0 par la totalité des charges, quelle est la force F exercée par toutes les charges sur Q0? Vous allez me dire, c'est Q0 fois le champ E créé par toutes les charges, créé par toutes les charges, sauf Q0, Voilà. C'est ça donc la force exercée par la charge Q0 de la part du reste. Cette force, je l'appelle F. F, c'est Q0 fois le champ E. Ce champ, il est créé par toutes les charges du système sauf Q0. Donc, je l'appelle donc E local. E local. Alors, pour calculer ce champ local, j'enlève Q0. Je l'enlève. Voilà, donc je l'efface. Voilà. Qu'est-ce qu'il va laisser à la place? Eh bien, il va laisser à la place une cavité, c'est-à-dire l'endroit où était placé Q0. Voilà. Alors, le champ local, c'est le champ au centre de cette cavité. C'est le champ au centre de cette cavité. Si j'appelle ce point M, eh bien, E local, c'est le champ en M. M, c'est l'endroit où il y avait la charge Q0. Voilà. Et ce champ, c'est-à-dire, c'est le champ en M, Q0 enlevé. Q0 enlevé. Voilà. C'est-à-dire, j'ai enlevé Q0. Eh bien, c'est exactement la même chose concernant la molécule M. Voilà la molécule M. Je me pose la question, quel est le champ, ou bien quel est le moment dipolaire induit? Quel est le moment dipolaire induit? Ou bien quel est le moment dipolaire de la molécule M transformée en dipôle par le champ E0? La réponse, ce moment dipolaire P, c'est une constante alpha que j'appelle polarisabilité de la molécule fois E local. Et c'est quoi ce E local? C'est le champ créé par toutes les molécules, par tous les dipôles du diélectrique, sauf la molécule M. Donc, pour calculer ce champ, j'imagine ma molécule enlevée. Et si je l'enlève, elle laisse à la place une cavité que je suppose sphérique pour faire le calcul aisément. Voilà. Je me mets donc dans une géométrie simple, telle que la géométrie sphérique, pour que je puisse faire le calcul de mon champ E local. Donc, on revient un petit peu, donc on met le point. Alors, on se limite à des diélectriques non chargées. À l'intérieur du diélectrique règne, à l'intérieur, je m'excuse là, à l'intérieur du diélectrique règne le champ
total E, que je vais noter EM, c'est le champ macroscopique, qui est constitué du terme E0, c'est le champ polarisant qui est là avant de ramener le diélectrique, et le champ EP qui est le champ créé par la polarisation. C'est quoi maintenant le champ local? Le champ local d'un point M à l'intérieur du diélectrique et le champ agissant sur la molécule située en M et induisant sa polarisation. C'est-à-dire c'est le champ responsable du dipôle induit qui représente donc la molécule M. C'est le champ créé en tout point M par l'ensemble de tous les dipôles à l'exception de la molécule située en M. Voilà, à l'exception de la molécule située en M. Donc, j'enlève la molécule en M et je calcule le champ. Alors, maintenant, c'est quoi ce E local? Comment le calculer? Eh bien, calcul de E local. Calcul de E local. Donc, calcul de E local. Alors, comment calculer ce champ local? Donc, c'est le champ à l'endroit où est placée la molécule. Comment le calculer? Donc, j'enlève la molécule et je laisse à la place, bien sûr, s'il est enlevé, il va laisser à la place une cavité sphérique. Alors, un premier rappel, avant d'entamer le calcul. Quel est le champ créé par une boule polarisée uniformément en son centre? Donc là, vous avez une boule, vous avez une sphère. Voilà. Uniformément polarisée. Quel est le champ qu'elle crée en son centre? Quel est le champ créé par cette boule polarisée uniformément en son centre? Eh bien, Pas de charge en volume. pas de charge en volume, d'accord, il y a des charges en surface. Mais nous avons calculé ce champ en TD2. Donc, je pense que tout le monde l'a fait, non? Vous avez vu ça en TD? C'est l'exercice, quel exercice de la série 2? Moins P sur 3 epsilon 0. Très bien, c'est ça. Voilà. Donc, le champ de P, au centre O de la cavité, c'est moins P sur 3 epsilon 0. Voilà. Au centre O de la boule, là, vous avez une boule qui est chargée. Vous avez une sphère pleine, polarisée uniformément, et on s'est posé la question, c'est quoi le champ ED en haut, au centre? O, c'est le centre. EP ou bien ED, vous l'avez noté ED, champ D polarisant. Donc, nous avons trouvé que c'est moins P sur 3 epsilon 0. Donc, après ce rappel, on va pouvoir calculer le champ E local. Voilà mon diélectrique. Voilà le point M où est placée la molécule. Ce diélectrique, je peux le voir comme ceci. Voilà, je reprends le même, j'ai le point M. Et au point M, j'enlève la molécule placée en M. Elle va laisser à la place une cavité sphérique. Voilà. Là, j'ai du vide. Pour le reste, j'ai le diélectrique. Voilà. J'ai le diélectrique.
J'ai donc une cavité sphérique. Cavité, quand on parle de cavité, c'est-à-dire du vide. Je peux mettre union, cavité pleine. Maintenant, j'ai cette cavité pleine. Oui ou non? Est-ce que vous trouvez que c'est logique ou non? Oui, monsieur. C'est logique. Voilà, j'ai donc la cavité pleine. Voilà. Ceci est la réunion du premier ensemble avec le second. Et là, j'utilise le théorème de superposition. Théorème de superposition. Superposition. C'est quoi le champ en M dans cette situation-là? C'est le champ total. C'est ce qu'on a noté EM, le champ macroscopique. Donc, je peux l'écrire sous la forme le champ E en M. C'est le champ macroscopique. C'est quoi le champ en M pour ce premier cas, pour cette situation-là? C'est D plus le champ en cavité pleine. Mais on l'a noté. C'est quoi le champ sans la molécule? E en M. Oui, sans la molécule. Sans la molécule. On a noté E local. E local. C'est-à-dire c'est le champ en M molécule enlevée. C'est le champ en M molécule enlevée. C'est ce qu'on a noté on a noté E local. L'union se transforme en plus le champ créé par la cavité pleine en son centre. J'ai toujours le point M ici. Sachez que le diélectrique est polarisé uniformément. Il est polarisé, j'ai la polarisation uniforme. C'est quoi le champ en M? Au centre de la cavité pleine. Vous avez la réponse ici. Voilà. C'est bien la situation que vous avez là. Vous avez une boule polarisée uniformément qui crée un champ en son centre. Et ce champ, c'est quoi? C'est moins P sur 3 epsilon 0. Voilà. C'est moins P sur 3 epsilon 0. Et finalement, c'est quoi le champ local? Vous n'avez qu'à faire la somme. Donc, E local, c'est bien EM, c'est le champ total, plus P sur 3 epsilon 0. Voilà. Voilà le champ qui a polarisé la molécule. C'est ça le champ qui a polarisé la molécule. Est-ce que c'est clair? Donc, je rappelle mon objectif. C'est le calcul du moment dipolaire induit dans la molécule M. J'ai une molécule M, une molécule quelconque dans le diélectrique polarisé par le champ E0. Et je cherche à calculer donc, à exprimer à l'échelle microscopique ce moment dipolaire. La réponse, ce moment dipolaire induit est la polarisabilité de la molécule multipliée par le champ local à l'endroit où est placée la molécule. Ce champ local, il est créé par tous les dipôles du diélectrique, sauf la molécule M. À l'image de l'ensemble des charges dont j'ai parlé. Vous avez un ensemble de charges et je vous pose la question, je considère la charge Q0, quelle est
la force, comment calculer la force exercée sur la charge Q0 par le reste des charges? Eh bien, c'est la charge Q0 multipliée par le champ créé par toutes les charges sauf la charge Q0. Et là, pour ne pas aller plus loin, je pense que vous avez vu en électricité de S2, on vous a donné un carré ou bien un cube, par exemple un carré, on vous a demandé, donc vous avez la charge ici Q1, Q2, Q3 et Q4. Quelle est la force exercée sur la charge Q1? Quelle est la force exercée sur... Comment vous avez fait pour calculer la force exercée sur la charge Q1? Eh bien, vous avez dit que cette force F1 exercée sur la charge Q1, c'est Q1 fois le champ E2, c'est-à-dire créé par la charge Q2, plus le champ E3 créé par la charge Q3, plus le champ E4 créé par la charge Q4. C'est tout. Vous ne considérez pas le champ créé par Q1. Donc, ça revient à enlever la charge Q1. Ça revient à l'enlever. Et donc, calculer le champ à l'endroit où il est placé. C'est exactement ce qu'on avait fait. Dans notre cas, on cherche le champ exercé sur la molécule qui est placée en M. Eh bien, c'est le champ sans cette molécule. J'enlève la molécule, il laisse à la place une cavité sphérique, une cavité que je suppose sphérique pour pouvoir calculer aisément ce champ. Et pour le calculer, j'utilise le théorème de superposition. Voilà mon diélectrique avec la molécule M, qui est placée en M. Donc, c'est le diélectrique sans la molécule, union la molécule. La petite sphère, c'est la molécule que vous avez là. La sphère en jaune, la sphère pleine en jaune, c'est la molécule. Voilà. Là, c'est le diélectrique sans la molécule, parce que vous avez ici du vide. Diélectrique sans la molécule, union la molécule. Donc, le champ en M, avec la molécule, c'est le champ total. Sans la molécule, le champ en M, c'est le champ local. C'est ce champ-là qui a polarisé la molécule. Plus le champ créé par cette molécule représenté par une boule diélectrique uniformément polarisée. Donc, on sait que le champ créé par une boule diélectrique uniformément polarisée en son centre ou alors en tout point à l'intérieur, parce que là, on admet donc que c'est la même chose, on a le même champ partout à l'intérieur. Donc, c'est moins P sur 3 epsilon 0, j'ai divisé donc E local. Voilà. Donc, E local, c'est le champ total qui est le champ macroscopique, M, plus P sur 3 epsilon 0. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un résultat essentiel qu'on va utiliser tout de suite pour établir la relation qui donne epsilon R. Voilà. C'est la relation qu'on vient d'établir. Le champ créé par le champ à l'endroit où est placée la molécule M, c'est EM, c'est le champ macroscopique plus P sur 3 epsilon 0. Ce champ local est aussi appelé champ de Lorentz. Il est indépendant du rayon de la cavité choisie, il ne dépend que de P, que de la polarisation. Voilà. Au local, sans la molécule, c'est E macroscopique plus P sur 3 epsilon 0. Maintenant, c'est quoi la polarisabilité électrique? La polarisabilité alpha,
est une grandeur physique microscopique qui relie le moment dipolaire P de la molécule au champ local. Donc, le moment dipolaire, la molécule en présence du champ polarisant, chaque molécule se transforme en un dipôle. Son moment dipolaire, c'est alpha fois local. Alpha dépend du matériau. C'est quoi le sens physique de cette polarisabilité? C'est quoi le sens physique de la polarisabilité? Là, je vais considérer deux molécules sous forme sphérique pour simplifier, la molécule M1 et la molécule M2. Le barycentre des charges positives et celui des charges négatives sont confondus en l'absence du champ polarisant. Donc, ils sont confondus. Donc, ces molécules ne sont pas polarisées. Ne sont pas polarisées. Donc, là, le moment dipolaire est nul. Parce que la distance qui sépare le centre de gravité des charges positives et le centre de gravité des charges négatives, cette distance est nulle. Donc, les deux centres de gravité sont confondus, ce qu'on appelle les barycentres confondus. Donc là, il n'y a pas de moment dipolaire. Je vais me ramener maintenant, je vais placer les deux donc, dans une première expérience. Je vais établir le même champ E0. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, le nuage électronique de la molécule la plus polarisable va être déformée. La molécule qui a la plus grande polarisabilité va subir une forte déformation par le champ E0, une déformation du nuage électronique. Alors, en présence du champ E0, E0 va aspirer le nuage électronique. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir une aspiration du nuage électronique de ce côté-là, du côté du champ. Voilà. Je vais donc avoir le barycentre des charges positives ne va pas changer parce que c'est lourd. Par contre, celui des charges négatives, voilà, va se déplacer là. Voilà. Je vais donc avoir un moment dipolaire P1. Je considère que la molécule E2 se déforme, donc ne suivait pas donc la même déformation, se déforme moins en présence de E0, c'est-à-dire les électrons sont trop liés. Si les électrons sont trop liés au noyau, cette fois-ci, je vais avoir cette situation-là. Je vais avoir juste quelque chose comme ça. Je vais donc avoir un petit moment dipolaire. Donc, voilà. Je vais avoir un moment dipolaire P2 qui n'est pas très important. Ce n'est pas comme pour la molécule M1. Alors, donc, je vais dire que M1 est plus polarisable que M2. La molécule M1 est plus polarisable que M2. Là, les électrons sont moins liés, donc ils sont fortement aspirés par le champ E0. Donc j'ai une grande distance A. Par contre, là, ces électrons sont fortement liés au noyau, comparativement avec la molécule M1, et j'ai donc un moment dipolaire moindre que pour le premier cas. Donc M1, molécule M1 est plus polarisable que M2. Car le moment dipolaire induit P1 est inférieur à P2, du point de vue module. Voilà. Pour exprimer cela, je dis donc que P1 est égal à alpha 1 fois E0. P2, le moment dipolaire de la molécule 2 en module, c'est alpha 2 fois E0, même E0, même champ E0. Comme P1
quand PA, pardon, c'est le contraire là. Donc PA est supérieur. Donc MA est plus, voilà, PA est supérieur. Là, vous voyez donc la longueur de PA est plus grande, la norme de PA est plus grande que la norme de P2. Donc P1 est supérieur à P2. Donc alpha 1 est plus grand que alpha 2. C'est pour cela que MA est plus polarisable que M2. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en présence d'un champ polarisant, chaque molécule du diélectrique se transforme en un dipôle de moment dipolaire P égale à alpha fois E local. Voilà, égale à alpha fois E local. Comment exprimer la polarisation? Maintenant, pour le vecteur polarisation. Vecteur polarisation. Quelle est la relation qui relie le moment dipolaire au vecteur polarisation? C'est le nombre par unité de volume de molécules, le nombre de molécules par unité de volume multiplié par P. N sur V, surtout. Mais tantôt, c'est le volume. Alors, dN sur dτ, c'est N. Donc, c'est N fois petit p. Voilà. Voilà le vecteur polarisation. Le vecteur polarisation macroscopique. N, c'est le nombre de molécules par unité de volume. Nombre de molécules par unité de volume. C'est-à-dire combien de molécules vous avez dans un centimètre cube, par exemple. C'est ça le grand thème. Dans un élément de volume, le plus petit, donc, le plus petit possible. Donc, c'est dN sur dP. Nombre de molécules par unité de volume. Donc, le vecteur polarisation est égal au nombre de molécules par unité de volume multiplié par P. P, c'est le moment dipolaire moléculaire. P, c'est le moment dipolaire d'une molécule. Moment dipolaire d'une molécule. Ceci, je peux l'écrire sous la forme de alpha fois E local. Alpha fois E local. Donc, le vecteur polarisation macroscopique qu'on avait utilisé pour calculer les densités ρ P et sigma P, c'est ce vecteur-là. Pourquoi il est égal? Il est égal au nombre de molécules par unité de volume, nombre de molécules polarisables par unité de volume. Alpha, c'est la polarisabilité fois E local. La polarisabilité, c'est une grandeur physique qui indique la susceptibilité d'une molécule de se déformer dans un champ. Si la molécule se déforme fortement, alpha est grand. Donc, on dit que la molécule est polarisable. Elle répond au champ. Elle répond fortement au champ parce que les électrons sont moins liés. Maintenant, si vous avez un diélectrique pour lequel les électrons sont trop fortement liés au noyau, à ce moment-là, donc, face à un champ E0, donc vous aurez moins de déformation. Parce que les molécules vont rester attachées au noyau. Donc, la polarisabilité, c'est la susceptibilité du nuage électronique moléculaire de se déformer en présence d'un champ.
Maintenant, pour établir la relation epsilon R et alpha, quelle est la relation epsilon R et alpha? Relation epsilon R et alpha. C'est quoi epsilon R? Epsilon R, c'est la constante d'électrique. Pour le vide, epsilon R est égal à 1. Et pour tout corps diélectrique, epsilon R est supérieur à 1. Epsilon 0. Epsilon R, c'est la constante diélectrique. Donc, epsilon R, c'est la permittivité diélectrique relative. N'oubliez pas que epsilon, c'est epsilon 0 fois epsilon R. Pour le vide, vous avez epsilon R égale à 1. Pour le vide. Mais pour un diélectrique parfait, vous avez epsilon R qui est supérieur à 1. Mais pour la matière, vous avez toujours epsilon R qui est supérieur à 1. Donc, mon objectif maintenant est de trouver la relation entre epsilon R et alpha. J'ai un corps, par exemple, un corps 1, dont les molécules sont fortement polarisables, et un corps 2 avec des molécules moins polarisables, lequel aura une constante d'électrique epsilon R plus importante. Par exemple, je vais construire un condensateur, je vais remplir l'espace interarmature par un diélectrique, et je vais avoir une grande capacité. Je cherche un condensateur avec une grande capacité. Quel matériau je dois choisir, le premier ou le second? J'ai donc un diélectrique 1 qui correspond à alpha 1, un diélectrique 2 qui correspond à alpha 2. Je suppose que alpha 1 est supérieur à alpha 2. Et je veux avoir un condensateur avec une forte capacité. Comment choisir mon diélectrique? Voilà, vous avez le condensateur, vous remplissez l'espace entre les armatures par un diélectrique. Comme ça, vous avez donc la capacité, s'il s'agit d'un condensateur plan, je vous rappelle la capacité C, c'est epsilon 0, epsilon R fois S, S c'est la surface des armatures, sur l'écartement, sur E. Ce qu'on a noté H la dernière fois, donc sur H, l'écartement entre les armatures. Voilà donc l'expression de la capacité. Maintenant, j'ai le choix. Bon, je vais donc construire mon condensateur au laboratoire. Et j'ai le choix entre D1 et D2. Le constructeur me donne alpha 1, me donne la polarisabilité des molécules, le D1, et la polarisabilité des molécules du D2. Donc, moi, je veux une capacité plus importante. Lequel choisir? D1 ou D2? Eh bien, la réponse va venir. C'est ce qu'on cherche maintenant. Eh bien, lequel choisir pour avoir une forte capacité? Est-ce que D1 ou D2? Eh bien, la réponse va venir tout de suite. Je vais réécrire P égale à N alpha, mais je remplacerai E local par EM, par E total, plus P sur 3 epsilon 0. Voilà la relation qu'on avait obtenue pour E total. Voilà. Maintenant, quelle est la relation qui relie P à E total? Quelle est la relation qui relie le vecteur polarisation à E total? Vous avez vu ça monter des premiers exercices de la série 2. Epsilon fois epsilon R Oui, je vous ai... moins 1 au total. Epsilon fois X. Oui, donc probablement vous avez un problème. Fois qui? Qui, c'est une lettre grecque. Donc P, c'est qui epsilon 0? C'est epsilon 0 qui fois Epsilon 0, epsilon R moins 1 au total.
Très bien. Qui c'est epsilon R moins 1? Qui c'est la susceptibilité? C'est epsilon R moins 1. Voilà. Ou alors epsilon 0, epsilon R moins 1 fois E est égal à N alpha fois EM plus P aussi, je remplace P par qui? Epsilon 0E. Alors qui? Voilà. Epsilon 0 fois EM. Voilà, j'ai remplacé P sur 3 epsilon 0. Du coup, epsilon 0 donc, va se simplifier. Et je vais aussi simplifier par EM. Voilà. Là, je vais avoir 1. Et là, donc, je vais avoir EM qui va disparaître. Donc, il disparaît. Donc. Alors, quelle relation j'ai maintenant à écrire? J'ai donc epsilon 0 fois qui? La susceptibilité est égale à N alpha fois 1 plus qui sur 3. Qui sur 3. Voilà. Et j'ai déjà la relation entre epsilon R et alpha. Voilà, j'ai la relation entre epsilon R et alpha. Maintenant, pour écrire ça d'une manière plus symétrique, eh bien, je vais chercher N alpha sur epsilon 0. N alpha sur epsilon 0. N alpha sur epsilon 0. C'est quoi N alpha sur epsilon 0? C'est qui sur, vous allez me dire, N alpha sur epsilon 0, c'est qui sur 1 plus qui sur 3. Très bien, voilà. 1 plus qui sur 3. Alors, pour éliminer 3, je vais multiplier par... alors, attendez, maintenant, si je veux, pour éliminer 3 au dénominateur, je vais multiplier le dénominateur par 3. Je multiplie le dénominateur par 3. Alors, multiplions cette égalité par un tiers. Multiplions par un tiers. Vous allez avoir ici 3. C'est bon? Et là, vous aurez 1. Vous n'aurez rien. C'est bon? Finalement, N alpha sur 3 epsilon 0 est égal à qui sur 3 plus qui. Vous allez remplacer qui par epsilon R moins 1. Et c'est quoi 3 plus qui? C'est epsilon R plus 2. 3 plus qui, c'est epsilon R plus 2. Cette relation est une relation bien connue en physique de la matière condensée. Il s'appelle relation de Clausius-Mossotti. N alpha, je le rappelle, N alpha sur 3 epsilon 0 est égal à epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 2. Voilà, c'est la relation de Clausius-Mossotti. C'est une relation bien connue, relation de Clausius-Mossotti. Voilà. Et je reviens maintenant à la question. Je vais construire un condensateur plan avec un diélectrique dans l'espace entre les armatures. Et j'ai la possibilité entre deux diélectriques, lequel je dois choisir pour avoir une forte capacité. Je vais choisir celui qui a
le plus grand epsilon R, bien sûr, vous voyez. Voilà l'expression de la capacité. Donc, je vais choisir le condensateur, le diélectrique qui a la plus grande constante diélectrique epsilon R. Voilà. Celui-là, supposons, avec un epsilon R égal à 10, et l'autre avec un epsilon R égal à 20, ou bien 15, mettons. Epsilon R égal à 15. Lequel choisir? D1 ou D2? Pardon. Alors là, c'est le contraire, donc je vais mettre 15 et 20. Voilà, 15 et 20, parce que j'ai déjà supposé alpha 1 supérieur à alpha 2. Alors, lequel choisir? Eh bien, tout simplement, vous allez étudier alpha de epsilon R en fonction de epsilon R. Alpha de epsilon R, à quoi il est égal? C'est une constante multipliée par epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 2. Cette fonction est une fonction croissante en fonction de epsilon R. C'est une fonction croissante. Donc, si epsilon R croît, donc si alpha croît, vous avez aussi epsilon R qui croît. Voilà. Donc, si alpha augmente, epsilon R augmente. Donc, lequel choisir pour avoir un plus grand epsilon R, alpha 1 ou alpha 2? Lequel choisir? Vous avez alpha qui varie dans le même sens que epsilon R. Si alpha croît, epsilon R croît. Donc là, vous avez epsilon R1 qui est plus grand que epsilon R2. Donc, je dois choisir D1. Parce que là, j'ai alpha 1 qui est plus grand que alpha 2. Donc, je dois choisir D1. Voilà. Je dois donc choisir D1. Que je dois mettre là. C'est D1 qui va me donner la plus grande constante d'électrique epsilon R. Alors, pourquoi ce résultat provient du fait que alpha est une fonction croissante de epsilon R. Si vous tracez la fonction alpha de epsilon R, cette fonction-là en fonction de epsilon R, vous n'avez qu'à le faire. Donc, alpha de epsilon R, elle est égale à une constante. C'est quoi alpha de epsilon R? C'est 3 epsilon 0 sur n fois epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 2. Voilà, tracez donc alpha en fonction de epsilon R, vous allez trouver que c'est une fonction croissante. Donc, la plus grande polarisabilité correspond à epsilon R le plus grand. Donc, si je m'intéresse maintenant à une forte capacité, j'ai intérêt donc à avoir le plus grand, un epsilon R plus grand. Donc, je choisirai alors D1, car ces molécules sont plus polarisables. Voilà en gros de quoi il s'agit dans le cours d'aujourd'hui. C'est d'établir la relation entre epsilon R et la polarisabilité. Et bien sûr, voilà l'expression, la relation de Clausius-Mossotti qu'on vient d'établir. Voilà, l'objectif, c'est d'établir cette relation-là. Donc, la voilà. Donc, la démonstration, on vient de la faire. Alors, il relie la polarisabilité moléculaire alpha, qui est une grandeur microscopique, à la constante d'électrique epsilon R, qui est la permittivité. Epsilon R, c'est la constante d'électrique. C'est aussi la permittivité relative. Elle est sans dimension. Donc, la relation de Clausius-Mossotti est une relation intéressante dont l'objectif est de répondre à la question comment choisir le diélectrique pour avoir une constante d'électrique plus grande. Comment le choisir en fonction de la polarisabilité? Eh bien, il relie la polarisabilité moléculaire alpha à la constante d'électrique. La polarisabilité moléculaire est une grandeur physique microscopique. Par contre, la constante d'électrique est une grandeur macroscopique. D'où alors le titre qu'on avait vu, aspect microscopique de la polarisation. L'aspect ou bien les milieux diélectriques de point de vue microscopique.
Eh bien, avant de terminer, donc juste un petit rappel, un petit récapitulatif. Un diélectrique dans un champ polarisant E0 se polarise. C'est-à-dire que chaque molécule se transforme en dipôle. Chaque dipôle a un moment dipolaire. Je choisis une molécule quelconque, une molécule au hasard, et je me pose la question, c'est quoi le moment dipolaire induit par E0? Eh bien, ce moment dipolaire est relié au champ local par le biais de la polarisation, de la polarisabilité. Le champ local pour déterminer le champ local, j'utilise dans cette relation, enfin, j'utilise le théorème de superposition et je profite d'un résultat que vous avez vu donc en TD, à savoir, c'est dans l'exercice 2 de la série 2. Quel est le champ créé par une boule diélectrique uniformément polarisée? On a un point à l'intérieur et on a pris, pour simplifier les calculs, on avait pris le centre juste pour déterminer pour faire les calculs d'une manière simple. Sinon, le champ, il est le même entre tout point à l'intérieur. C'est toujours moins P sur 3 epsilon 0, donc je détermine le champ dû à la polarisation, c'est moins P sur 3 epsilon 0. Voilà, j'utilise le théorème de superposition. En présence de la molécule, le champ OM, c'est le champ total. En l'absence de la molécule, il est supposé enlever les sons du vide, une cavité sphérique, une cavité vide. Quand on parle de cavité, c'est du vide. Donc le champ, cette fois-ci, c'est le champ local, parce que la molécule est absente, est supposée absente, donc c'est le champ local. Plus donc le champ créé par la boule en M, vous voyez, c'est clair ce qu'on a mis là. Donc, le théorème de superposition est clair et on détermine le champ local. Avec ce champ local, je remplace, voilà, dans l'expression ici, donc on l'a remplacé, voilà, vous voyez. On a défini la polarisation en tant que le vecteur polarisation en tant que nombre, que la densité moléculaire polémique, dn sur d2, étant n fois p, p c'est le moment dipolaire, moléculaire, et voilà. Donc je remplace p par alpha fois E local, je remplace E local par l'expression qu'on vient d'établir, et je simplifie, donc j'utilise la relation qui relie le vecteur polarisation au champ total, voilà, et tout de suite on remonte au résultat essentiel qui est la relation de Clausius-Monsorti, qui est cette relation-là. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, donc je suis à l'écoute avant de passer à l'autre partie du cours. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Et tout de suite, je vais arrêter le partage. Donc, sur ce, on a terminé donc la première partie du cours sur les diélectriques, l'électrostatique en présence de milieux diélectriques. Maintenant, on va passer à la magnétostatique dans les milieux matériels, ou bien la magnétostatique des milieux matériels, ce qu'on appelle les milieux aimantés. Eh bien, je vais arrêter ce partage. Alors, arrêter le partage. Alors, arrêter le partage. Pour le groupe 5, les TD, quel problème a le groupe 5? Alors, vous êtes en train de... Alors, pour arrêter le partage, alors...
Comme ça, donc, arrêtez la présentation. Donc, j'arrête la présentation. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Monsieur, Oui, pour les groupes 5 pour بالنسبة لي on a 2 semaines le prof ممكن تعدي. ok, d'accord. سميتو Ok, d'accord. Attendez, là, donc, je vous entends mal, là. Je vous entends mal. On parlera de ça par la suite, donc à la fin du cours. C'est bon? Monsieur, Oui. il a dit que pour le groupe 5, le TD ما دناش TD في le groupe 5, le prof ما كيدخلش. Eh bien, on parlera de ça donc après à la fin du cours. C'est bon? D'accord, monsieur. On parlera de ça à la fin du cours. Donc, est-ce que vous voyez le partage maintenant? Oui, monsieur. Très bien, d'accord. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie. À la deuxième partie du cours. D'ailleurs, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a des supports? Donc, vous avez le support, vous avez le fascicule ou bien le polycopie de la deuxième partie, vous l'avez, le polycope de la deuxième partie. Vous l'avez donc dans la plateforme. Donc, vous pouvez toujours le télécharger. La première section, dans la première section du cours, il y a des sections du cours magistral. La première section, dans cette première section, vous allez voir, vous allez trouver les polycopiés, tous les polycopiés du cours et toutes les séries. Donc là, pour le moment, il y a la série 1, la série 2, la série 3 et la série 4, DTD. Donc, c'est des PDF. Et là, vous avez le fascicule de la première partie et le fascicule de la deuxième partie. Dès qu'on arrivera, Inch'Allah, à la troisième partie, on mettra le fascicule de la troisième partie, mais c'est toujours au même endroit. C'est la première section. Une fois accédé donc au cours, vous allez voir, vous allez aller directement à la première section, vous allez trouver tous les supports. Donc là, vous avez maintenant le polycope de la deuxième partie et vous avez la série 3 et la série 4. En plus, bien sûr, de la série 1 et la série 2 et le fascicule de la première partie. Donc là, c'est juste à titre indicatif. Donc, vous avez tous les documents nécessaires, vous les avez. Et télécharger les séries, par exemple, télécharger le fascicule, ou bien le polycope. Alors, après cette précision-là, je vais donc entamer la magnétostatique des milieux matériels. Alors, ce cours fait suite à quel cours que vous avez vu? Donc, c'est la suite du cours de S3, d'électromagnétisme dans le vide. Maintenant, à chaque fois, je vais évoquer le cours de S3. Dès que je vous parle du cours de S3, ça veut donc dire l'électromagnétisme dans le vide. C'est la magnétostatique du vide. Bien sûr, avec les circuits électriques et tout ça. Donc, c'est le cours de S3. Donc, je vais vous parler du cours de S3. Avant, je parlais du cours de S2. Et là, je vais parler du cours de S3. Parce que là, le cours d'électricité 3 sur les milieux aimantés, c'est la suite du cours de S3. Vous avez étudié donc la magnétostatique dans le vide en S3, et là en S4, vous allez l'étudier dans les milieux. Et là, tout de suite, vous allez vous étonner d'une analogie, c'est-à-dire une similitude entre les diélectriques et les milieux magnétiques.
vous avez une similitude extraordinaire, vous avez une parfaite analogie, donc vous allez découvrir. Et la première découverte que vous allez faire dans ce cours-là, c'est le dipôle magnétique. Bien, vous avez parlé tout au long du cours du diélectrique, du dipôle électrique, dipôle électrostatique, et là, vous allez parler du dipôle magnétique. Vous voyez déjà la première analogie. On a commencé, pour les diélectriques, on a commencé par le dipôle électrique ou bien électrostatique, et là, on commence aussi par le dipôle magnétique. Pourquoi? Quelle est la raison? C'est quoi un milieu aimanté ou bien un milieu magnétique? C'est un milieu qui est sensible, qui est plus sensible au champ magnétique qu'au champ électrique. Vous prenez donc de la matière, vous la mettez en présence d'un champ électrique. Prenez donc un matériau donné, donc peu importe, un matériau donné, vous imaginez un matériau donné. Vous le placez dans le champ électrique. S'il est sensible au champ électrique, il est à la fois sensible au champ électrique et au champ magnétique. Mais s'il est fortement sensible au champ électrique, il fait partie donc des diélectriques, ce qu'on avait vu. S'il est maintenant fortement sensible au champ magnétique, à ce moment-là, c'est un milieu aimanté. Mais de toute façon, toute la matière est sensible aux deux champs, mais selon 10 degrés. Une partie de la matière est fortement sensible au champ électrique et moins sensible au champ magnétique. Alors là, c'est la partie, c'est ce qu'on avait étudié en première partie. C'est la matière, on a étudié en première partie la matière sensible au champ électrique, c'est-à-dire la matière qui se polarise en présence du champ électrique. Et là, cette fois-ci, dans cette deuxième partie, on va surtout axer notre étude sur les milieux fortement sensibles au champ magnétique, moins sensibles au champ électrique et fortement sensibles au champ magnétique. C'est ce qu'on va appeler des milieux aimantés. C'est ce qu'on va appeler des milieux aimantés. Alors, pour étudier ces milieux aimantés, eh bien, je vais commencer par le dipôle magnétique. C'est quoi un dipôle magnétique? C'est une boucle de courant. Boucle de courant, c'est une spire. Dans le cours de S3, vous avez étudié en TD la spire, le champ magnétique créé par une spire. Et c'est exactement la même chose. Alors, cette spire, ce que vous avez vu en TD, si vous avez maintenant une toute petite spire, c'est-à-dire dimension négligeable, de faible dimension, une spire de faible dimension, ça constitue un dipôle. Il n'est pas obligé d'être circulaire, mais toute petite boucle de courant constitue un dipôle magnétique, surtout parce qu'on s'intéresse aux effets créés loin de cette spire. C'est exactement le même raisonnement que ce qu'on avait dit pour le dipôle électrostatique. Pour rappel, le dipôle électrostatique, c'est un ensemble de deux charges très rapprochées, créant un effet électrostatique, c'est-à-dire un potentiel ou un champ en un point suffisamment loin de l'emplacement du dipôle. C'est exactement pareil. Un dipôle magnétique, c'est une boucle de courant qui crée un champ en un point de l'espace suffisamment loin de l'emplacement de la boucle. Donc, vous pouvez lire, un dipôle magnétique est une boucle de courant dont les dimensions sont négligeables devant la distance qui la sépare du point d'observation. Et là, vous avez tout de suite un schéma du dipôle magnétique. Voilà, c'est cette spire-là qui est le dipôle. Voilà, c'est cette spire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas? D'accord. Voilà, donc,
C'est donc cette sphère-là qui est le dipôle. Dipôle magnétique. Dipôle magnétique. Quelle est la condition pour parler du dipôle magnétique? Il faut que la distance ON soit très très grande devant grand R. Voilà, tout simplement. R soit R petit devant la distance ON. Comme tout dipôle, un dipôle magnétique est caractérisé par son moment dipolaire. C'est quoi le moment dipolaire d'un dipôle magnétique? C'est pas Q fois A. Cette fois-ci, c'est IS fois L. I, c'est l'intensité du courant. Donc, j'ai le moment dipolaire petit m. C'est I, l'intensité du courant. Je l'avais noté grand I, donc voilà, donc c'est grand I. Fois S, S c'est cette surface-là. Voilà. S c'est la surface. Voilà, c'est le disque. Si je suppose maintenant ma boucle plane, si je la suppose sphérique, circulaire, voilà. Voilà, c'est la surface S. Fois N, l'unitaire de la normale à la surface. Vous savez tout ce qui est dirigé suivant le sens du courant. Si le sens du courant est comme indiqué sur le schéma, donc vous avez N qui est UZ. Dans notre cas, N c'est UZ. Dans notre cas, c'est UZ. Si maintenant vous inversez le sens du courant, c'est moins UZ. Là, vous aurez N vers le bas. Si vous inversez le sens du courant, dans la boucle, vous aurez N vers le bas. Voilà. Donc, le dipôle magnétique, c'est cette spire circulaire, c'est cette spire-là. Voilà. Avec la condition R petit devant ON, qui est la distance qui sépare le dipôle du point d'observation N. Donc, chaque dipôle magnétique est caractérisé par son moment dipolaire qui est égal à IS fois N. C'est bien indiqué. Dipôle magnétique, c'est la boucle de courant C. De surface S, cette surface-là, c'est le disque dans notre cas. On suppose le cercle, c'est le cercle C, traversé par le courant d'intensité I. Donc, c'est un dipôle magnétique de moment M égale à IS fois N. N dépend du sens du courant, selon la règle du tire-bouchon que vous connaissez. Donc, c'est bon pour la définition du dipôle magnétique. C'est une boucle de courant de petite dimension qu'on caractérise par son moment dipolaire I, M égale à IS fois N. S, surface délimitée par la boucle, et I, c'est l'intensité du courant dans la spire, ou bien dans la boucle. Maintenant, je m'intéresse tout de suite au potentiel. Rappelez-vous, vous avez une parfaite analogie avec les électriques. On avait défini le moment dipolaire, on avait défini le dipôle électrostatique. Après, on avait défini le moment dipolaire électrostatique. Ensuite, on est passé au calcul du potentiel électrostatique V. Là, c'est A, c'est le potentiel. C'est de cette similitude-là et de cette analogie que j'ai parlé. J'ai parlé de cette analogie-là. Toutes les étapes qu'on avait vues dans le cours de la première partie vont être revues dans le cours de la deuxième partie des milieux aimantés. On va passer par toutes les étapes.
la même terminologie, sauf que la physique est différente. Faites bien attention, on n'a pas la même physique. L'électrostatique, c'est une discipline, la magnétostatique, on est une autre. Donc la physique est différente, mais la terminologie ainsi que le raisonnement va rester le même. Donc, d'ailleurs, vous voyez qu'on parle maintenant du potentiel A. Pourquoi? Pour avoir B, le champ B. On avait parlé du potentiel V pour avoir le champ E pour le dipôle électrostatique. Et là, on va calculer le potentiel vecteur créé par le dipôle pour déduire l'expression de B. Et là, vous allez vous étonner encore plus quand vous allez voir les expressions qu'on va retrouver. Voilà, donc la définition du potentiel vecteur, c'est la loi de Beatty-Savart, c'est ce que vous avez vu en cours de S3. Là, j'ai une boucle. J'intègre sur la boucle dl sur Pn. Je vous rappelle donc le potentiel vecteur créé par une portion de circuit. Voilà, j'ai une portion de circuit traversée par un courant d'intensité I. J'ai un point M quelconque de l'espace et je cherche le potentiel en M, dA. En M, dA en M, c'est mu0 sur 4pi. IdL, et donc je prends un point P. Voilà. Et j'ai dL qui est dirigé dans le sens du courant. Voilà, vous avez le dL. DLP, mettons DLP, centré autour du point P, sur PM, voilà, sur PM, cette distance. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, après, si vous voulez A, donc vous n'avez qu'à intégrer sur de P1 à P2, de P1 à P2. Donc, si vous voulez, vous avez A, c'est mu0 sur 4pi, intégrale de P1 à P2, le long de C, le long du chemin, de IdL, P sur PM. Donc, c'est une grandeur vectorielle. Voilà l'expression de A, du potentiel vecteur. C'est ce qu'on a appliqué ici. Cette fois-ci, on a la boucle. C'est pour cela que vous avez ici quelque chose de fermé. Donc, vous avez la boucle. Le point de parcours, c'est P, et le point où on cherche à calculer le potentiel, c'est M. Là, c'est le point où on cherche à calculer le potentiel, c'est M, et là, le point où on cherche à calculer le potentiel, c'est M. Voilà. Pour simplifier la situation, pour simplifier les calculs, faites bien attention, s'il vous plaît, ce que je vais dire maintenant. Pour simplifier les calculs, je prends N dans le plan X ou Y, Y ou Z, pour simplifier les calculs. Mais ça ne veut pas dire donc que ce n'est pas général. Le résultat qu'on va trouver est un résultat qui est général parce qu'on a une révolution autour de Z est un axe de révolution. C'est bon du système. Donc vous avez N qui est un point du plan Y ou Z. Et P, bien sûr, c'est un point du plan XY. Donc, vous avez la boucle qui est placée dans le plan XY. Le fait de mettre ces points ici, ça veut donc dire que la boucle est placée, ou bien le cercle traversé par le courant, bien la boucle circulaire est placée dans le plan XY. D'ailleurs, vous avez l'axe des X. O, c'est le centre de la boucle. Voilà. Vous avez les points d'attache. Ce point, c'est l'intersection de l'axe X avec la boucle. Ce point, c'est l'intersection de l'axe Y avec la boucle. N, c'est un point du plan Y ou Z. Et là, je suis en coordonnées sphériques. Là, j'ai l'angle θ. J'ai donc la base sphérique ER, Eθ, et j'ai E phi qui est dirigé
qui est un vecteur entrant. E phi, il est dirigé comme ça. Donc, c'est un vecteur entrant. Voilà, comme vous le voyez. Alors, E phi, c'est moins EX. Moins EX. Voilà, moins EX. Ou bien U phi, c'est moins UX. Voilà. U phi, si vous voulez, donc c'est moins UX. Voilà, dans notre cas. Voilà, il est dirigé sur moins X. Parce que le point N est un point du plan Y ou Z. D'ailleurs, vous avez UR qui est égal à cosinus θ UZ. Donc, vous avez UR qui est égal à cosinus θ fois UZ pour exprimer le fait que N appartient au plan Y ou Z. Donc, ça veut dire que UR s'écrit sous la forme de cosinus θ fois UZ plus sinus θ fois UY plus sinus θ fois UY. Voilà, c'est ça la signification. Et vous avez donc U phi, ou bien E phi, qui est égal à moins UX. C'est ça la particularité, donc, ou bien la facilité qu'on a cherchée, ou bien la facilité espérée en choisissant N, c'est-à-dire le point d'observation de le plan Y ou Z. Mais du moment où OZ est un axe de symétrie, donc est un axe de révolution, eh bien, vous avez ce résultat qui est général. On va l'établir dans le cas simple pour trouver le calcul, mais il est général. Pour aboutir au calcul d'une manière plus simple, mais il est général. Voilà comment, quelle est l'expression du potentiel vecteur. Quelle est l'expression du potentiel vecteur? Quelle est l'expression du potentiel vecteur créé par la boucle au point N? Voilà. Donc, vous avez la boucle, vous avez l'axe Z, voilà, I, il y a I, grand I, on a notre grand I, vous avez notre point N, dans le plan X, N plutôt, N, pardon. Vous avez le point N, là vous avez ici l'angle θ, ON c'est R. Voilà l'expression du potentiel vecteur créée par la boucle au point N. C'est μ0 sur 4pi, M, c'est-à-dire moment dipolaire, qui est égal à ISN, vectoriel R sur R3. Démonstration, voire exercice 1 de la série 3. Donc, ça va être démontré en TD. Donc, notez bien, la démonstration de ce résultat, c'est fait l'objet de l'exercice 1 de la série 3, entre autres. Donc, il y a d'autres questions. C'est bon? Pour le moment, on admet que le potentiel vecteur est μ0 sur 4πm vectoriel R sur R3. Maintenant, je vous ai parlé de l'analogie avec le dipôle électrostatique. C'est quoi V? V pour le dipôle électrostatique. Le potentiel. Rappelez-vous s'il vous plaît qu'on avait trouvé 1 sur 4pi epsilon 0 P, moment dipolaire, scalaire R sur R3. Voilà ce qu'on avait trouvé pour le dipôle électrostatique. Dipôle électrostatique, électro. Là, c'est le dipôle magnétique. Dipôle magnétique, dipôle magnétique.
Quelle est l'analogie que vous constatez? Quelle est l'analogie que vous constatez? C'est qu'au lieu du produit vectoriel, vous avez le produit scalaire. Tout simplement, au lieu de mesurer, vous avez 1 sur epsilon 0. Voilà, et tout de suite, donc, vous avez aussi l'expression du champ B. L'expression du champ B, voilà que vous voyez. Voilà, vous avez une parfaite analogie avec le champ B, les suivants R et suivant UR et suivant Uθ. Il a donc une expression analogue, donc il suffit de remplacer M par P, tout simplement, et mesurer par 1 sur epsilon 0. D'où alors la notion donc, de dipôle magnétique. D'où alors l'appellation dipôle magnétique. Le reste du développement donc, sera entamé dans la prochaine séance.